City for All is anyone from anywhere in the world can come and feel comfortable and feel accepted. Une ville qui soit accessible vraiment pour tous, mais aussi pour les handicapés, c'est-à-dire une ville où tout le monde puisse circuler sans problème. Déjà débarrasser des voitures avec pas mal de transports en commun. Une ville où tout le monde se sente prendre part aux décisions. Cities have something to offer to the poor. They have the promise of economic opportunity. They have the ability to get around without cars for everyone. They have often better social services. They have a rich urban environment that enables them to connect with people who are like them, to find markets for goods they want to sell, and to find commodities they want to buy. Ultimately, cities need to be judged based on their dynamism, based on their ability to enable people to move up the ladder, not based on whether or not they happen to only have rich people in it. Une ville cosmopolite, beaucoup de mixité sociale, beaucoup de tolérance, de partage, de découverte, de culture en général. What cities can do to make themselves into engines of opportunity. I think surely the most important is to make sure that education of all sorts is spread equally throughout the city. Some cities are dangerous, so I think it's a matter of what the government should take care about, the social security. The city of tomorrow, I don't know. Maybe it would be a city where we wouldn't have to worry about anything, where we wouldn't have inequalities, where we would all be equal and where we could do whatever we want. Maybe it's a dream because I don't feel like it's gonna happen soon, but I hope that one day that will be it. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame le maire, Anne Hidalgo. Bonjour à tous les maires venus en nombre du monde entier. Bienvenue aux élus, aux représentants des grandes organisations, des fondations internationales ainsi qu'à tous nos partenaires. Bienvenue aussi à tous les enfants, enfin les adolescents, je dirais plutôt, qui sont là-bas. Coucou, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi ils sont là. Ce forum, il est pour vous, il est pour préparer le futur et les prochaines générations au monde qui vient. Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Philippe Mabi, le directeur de la rédaction du journal La Tribune, qui a co-organisé ce forum avec la mairie de Paris et tous les partenaires. Je vais animer en compagnie de Dominique Pialot, qui viendra tout à l'heure cette matinée. Nous entrons dans le siècle des villes. En 2050, les 2/3 des habitants de notre planète vivront dans des villes. Ça veut dire plus de 6 milliards de personnes. Comment vivront-ils ? Comment les métropoles pourront-elles faire face à cette explosion urbaine? On parle beaucoup des villes intelligentes aujourd'hui, les smart cities. On pense que les technologies vont tout résoudre. Nous avons une autre approche, celle de la ville humaine, car la ville est d'abord faite de ses habitants. Cette approche, c'est celle qui a donné le nom de ce forum, la ville pour tous, la ville inclusive, la ville innovante et résiliente. D'ici à mardi soir, vous pourrez assister à plus de 30 sessions que nous avons préparées pour vous et entendre près de 150 personnalités qui sont venues à Paris pour Cities for Life, afin de mieux comprendre ces défis des villes du futur. Nous comptons sur vous pour partager sur les réseaux sociaux ce que vous entendrez. Le hashtag, comme on dit, c'est #Cities for Life. N'hésitez pas à tweeter et à retweeter. Pour la traduction, vous avez normalement un casque qui vous permettra sur le canal 1 d'entendre en français, le canal 2 en anglais, le canal 3 en espagnol. Avant d'ouvrir officiellement le forum, je voudrais simplement vous présenter Elix. Je ne sais pas si on va nous montrer la photo. Elix est à la une de la Tribune cette semaine. Qui est Elix? C'est un personnage virtuel, ambassadeur virtuel des Nations Unies et de l'UNICEF, dont le papa est dans la salle, Yassine Aïd Kassi. Merci Yassine d'être avec nous. Elix va nous accompagner au cours des prochaines tables rondes pour essayer de nous interpeller et de nous faire sourire pendant ces 2 jours de débat. Il essaiera de nous faire comprendre le monde qui vient, lui aussi. Sans plus attendre, et pour ouvrir Cities for Life Paris, j'appelle maintenant Anne Hidalgo, maire de Paris, Federico Gutiérrez, maire de Medellín, et Jeffrey Sachs,
président du Earth Institute, à me rejoindre au centre de la scène. Bien, bonjour Anne Hidalgo, prenez un micro, un casque pour ceux qui ont besoin de la traduction. On va commencer avec vous Anne Hidalgo. D'abord, merci de nous recevoir dans ce magnifique palais. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais ça fait toujours quelque chose. Nous sommes, Anne Hidalgo, tout juste 1 an après les terribles attentats qui ont frappé Paris, 4 mois après ceux de Nice. Nous n'oublierons jamais les victimes de cette violence aveugle qui a touché d'autres villes dans le monde. La façon remarquable dont les Parisiennes et les Parisiens ont réagi depuis ces attentats, c'est aussi peut-être le symbole de cette résilience des villes dont nous voulons parler au cours de ce forum. Oui, bien sûr, mais permettez-moi peut-être d'abord un mot d'accueil et de bienvenue parce que je suis vraiment très heureuse que vous ayez répondu aussi fortement à cet appel de cette belle rencontre de Cities for Life. Une initiative qui est née il y a plus d'1 an à Medellín et je le redirai tout à l'heure, mais je veux vraiment remercier Federico Gutiérrez, le maire de Medellín, d'être là et d'être un symbole justement de cette résilience. Je vais y venir. Permettez-moi aussi bien sûr de saluer tous les maires, mes collègues qui sont venus de tous les continents, tous les réseaux de maires qui sont ici. De saluer aussi les autorités internationales, cher Johan Claus, qui dirige le programme Habitat 3, qui est fondamental et qui a donné lieu à une nouvelle stratégie, à un nouvel axe pour les 20 années qui viennent, notamment au sommet de Quito. Mais permettez-moi aussi, bien sûr, de remercier, il sera là tout à l'heure, Ángel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, parce que avoir l'OCDE avec un propos sur la croissance inclusive par les temps qui courent, je crois que c'est plus que nécessaire et il faut ouvrir grandes ses oreilles. Je dis ça à ceux qui vivent dans un monde un peu plus étriqué, un peu partout, sur tous les continents, on le voit. Et puis, je veux saluer parmi nos partenaires qui ont permis de faire tout ce travail, bien sûr, la Fondation Ford avec Darren Walker, Rockefeller avec Judith Rodin, et puis bien sûr, Michael Berkowitz, qui préside les 100 villes résilientes. Alors pourquoi parler de villes résilientes et comment, après les attentats de l'année dernière, Paris s'est relevé? D'abord, on se relève plus vite et plus fortement quand il y a de l'inclusion, quand les citoyens ont un sentiment d'appartenance à une même ville, qu'ils ont le sentiment d'être confrontés à la même épreuve, même si tous ne vivent pas de la même façon dans cette ville. Et nous avons eu, dans ce malheur terrible, puisque nous n'oublierons jamais et que ce drame, ces attentats resteront marqués dans nos vies, dans notre mémoire vive, mais en même temps, la façon extraordinaire dont les Parisiens ont refusé justement d'être dans des amalgames, ont refusé de répondre par la violence et ont répondu par l'intelligence, bien sûr, avec lucidité. La sécurité, c'est notre affaire de tous et c'est un droit fondamental. Mais la réponse a été une réponse intelligente, solidaire et une réponse qui s'est projetée dans l'avenir. Mais nous nous sommes inspirés d'autres villes parce que Paris a connu cette résilience après des attaques terroristes, mais d'autres villes, je pense par exemple à la Nouvelle-Orléans avec notre ami le maire Mitch Landrieux qui, notamment après Katrina, a su aussi trouver ce chemin de résilience. Je pense à New York, bien sûr, après les attentats de 2001, mais aussi après le terrible cyclone Sandy qui a aussi trouvé ce chemin. Donc la résilience, c'est un chemin. C'est un chemin qui appelle à aller chercher la part d'humanité qui est en nous, tout en étant lucide, réaliste et pragmatique. Mais sans aller chercher cette part d'humanité en nous, rien n'est possible. Aucune vie humaine n'est possible. Et donc, la résilience, c'est aussi cela.
Et puis c'est dans la façon dont nous travaillons, et je veux vraiment remercier notamment à nouveau la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford, la façon dont nous travaillons, c'est de conjuguer les agendas. Voilà. Pour être résilient, il ne faut pas faire d'un côté la question du changement climatique, de l'autre côté la question de l'inclusion sociale avec la gestion de la pauvreté, des personnes les plus fragiles et des réfugiés. Non, il faut conjuguer ces agendas en un seul, et c'est ça la réponse qu'on doit apporter aujourd'hui, et c'est ce chemin vers lequel aujourd'hui nous sommes engagés, nous les villes résilientes. Alors, la ville, le local, vous le dites souvent, c'est la bonne échelle pour agir à la condition, et c'est le sens de ce mot ville inclusive, que ce soit avec et pour tous les habitants. Bien sûr, vous savez, dans nos grandes villes, dans une grande ville comme Paris, on a différentes catégories de population. On a tous dans nos grandes villes une population qui va bien, qui est formée, qui est jeune, en bonne santé, diplômée, qui s'en sort bien dans cette mondialisation, et c'est une population qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Mais dans nos villes, nous avons d'autres types de populations. Des populations fragiles qui viennent chercher la protection dans nos villes parce qu'elles savent que là, il peut y avoir des réponses à leur situation de précarité. Et ça concerne autant des personnes fragiles économiquement que des réfugiés qui viennent aussi dans nos villes chercher cette protection. Et au milieu, il y a toutes ces classes moyennes qui font vivre nos villes, qui sont les travailleurs, celles et ceux qui participent dans les services publics, dans les services privés, à ce que nos villes soient ce qu'elles sont. Et l'enjeu pour nous les maires, c'est de rassembler toutes ces populations, de dire que chacune a besoin de l'autre. Une ville dans laquelle il n'y aurait que des gens qui vont bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Et ça ne peut pas être une projection de nos villes. Une ville dans laquelle il n'y aurait que des gens qui ne vont pas bien, ça ne marcherait pas non plus. Et une ville qui chasserait ces classes moyennes parce que ça deviendrait trop coûteux d'habiter à l'intérieur, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, soit par humanisme, par conviction, soit par pragmatisme, il faut faire vivre toutes ces populations ensemble. Et la ville résiliente, c'est ce qu'elle propose, c'est ce chemin-là qu'elle propose, avec bien sûr une méthode, avec une association. L'inclusion, ça ne se décrète pas, ça se fabrique tous les jours. Et ça se fabrique avec des processus démocratiques, avec la consultation des citoyens, avec la consultation des jeunes, avec une ville qui est pensée non pas par ceux uniquement qui ont plutôt leur vie derrière eux, mais par ceux qui ont aussi leur vie devant eux, avec l'aide des autres générations, celles qui ont de l'expérience. C'est ça que nous devons construire ensemble et que nous devons proposer à nos concitoyens. Merci Anne Hidalgo. On va y revenir. On va passer le micro à Federico Gutiérrez. Bonjour. Vous êtes l'actuel maire de Medellín. La ville de Medellín, on le sait, a connu une période extrêmement troublée de criminalité. Elle a réussi à s'en sortir. Et les recettes qui ont été employées par la ville de Medellín, celles de l'inclusion sociale, justement de la solidarité, d'une invention, d'une innovation sociale, comme on dit, ont permis à la ville de résoudre ces difficultés. Est-ce que, alors que vous avez des maires de grandes villes qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que ceux de Medellín, mais qui peuvent rencontrer des difficultés importantes, qu'est-ce que l'exemple de Medellín dit et qu'est-ce que vous pouvez dire aux maires du monde sur la nécessité de prendre en compte finalement l'inclusion sociale dans la gestion d'une ville? Bueno, muy buenos días para todos. Yo primero quiero saludar pues a mi buena amiga Anne Hidalgo. Me alegra mucho estar aquí, Anne, en tu ciudad. Hace pocos días Anne estuvo con nosotros en Medellín, recorriendo las calles de Medellín, entendiendo esa realidad. Este ha sido un mes muy agitado y yo veo muchos personajes que he visto durante este mes en diferentes espacios. A Joan Close, que hemos estado ya en Bogotá, en congresos de alcaldes, en Quito, que tuvimos la discusión de ONU Habitat, y que creo que juega un papel fundamental para lo que queremos lograr acá también. Cuando hablamos, por ejemplo, con la Fundación Rockefeller, todo ese trabajo sobre las 100 ciudades resilientes, toda la importancia de Fundación Ford con Darren, que ayer hablábamos un rato con él, la importancia de la OCDE, todo lo que venimos haciendo. Y yo quisiera comentar algo de manera, como para exponer un poco qué pasó en Medellín.
que aquí veo muchos compañeros alcaldes del mundo con quienes hemos compartido diferentes espacios. Miren, nosotros en 1991 llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. Ninguna ciudad del mundo ha vivido lo que nosotros vivimos como ciudad. Llegamos a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y qué pasó? Pues que justamente somos una ciudad y una sociedad resiliente, que tuvimos que levantarnos del hueco más profundo y entender que teníamos que salir adelante como sociedad. Y casi podría decir yo que haber estado en el hueco más profundo, en lo peor que habíamos podido vivir como sociedad, nos unió también como tal. Y entre el sector público, el sector privado, las universidades y sobre todo el ciudadano, fuimos sacando la ciudad adelante. Y esa es la Medellín que hoy tenemos, una Medellín que ha avanzado mucho, pero que por supuesto todavía tiene un camino muy largo por recorrer. Eso lo tenemos muy claro como sociedad. Pero cuando la gente no solo lee sobre Medellín, sino que va a Medellín y conoce lo que pasó allá, como pudo sentirlo Ann, como le ha pasado a Joana, muchos de los que están acá entienden que lo más importante es las personas. ¿Cómo hacemos para combatir las desigualdades sociales? ¿Cómo hacemos para que ese sentido de pertenencia en nuestras ciudades crezca? Y eso es lo que hicimos en Medellín y lo que seguimos haciendo. El camino es largo. Medellín es una ciudad todavía donde tenemos unas desigualdades sociales profundas, como es el fenómeno de América Latina, donde tenemos que seguir avanzando en los sistemas de transporte, donde nosotros entendemos lo que le pasa hoy a otras ciudades porque ya lo vivimos, donde nos solidarizamos, Ann, cuando ocurren atentados como los que han ocurrido en tu país o cuando ocurren en cualquier lugar del mundo, porque lo hemos vivido. Y esa resiliencia la tenemos que compartir y es lo que nosotros queremos hacer. Y para eso nació Cities for Life, justamente para compartir entre ciudades, para compartir experiencias. Esto es cuestión de tiempos y hay muchas ciudades en el mundo que hoy tienen experiencias positivas que deben compartir con otras. Y la co-creación juega un papel fundamental. Por eso una entidad tan importante como Ruta N, al momento de hablar de innovación, y no solo innovación en términos de generación de empleo, que es fundamental, sino la innovación social. Y hay algo que yo he entendido, y en este largo camino que llevo en el sector público, lo que más entendí yo recorriendo las calles de mi ciudad, es que nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita. Como gobernantes no podemos ignorar la posición del ciudadano. Siempre las mejores soluciones vienen de quienes habitan los mismos territorios. Tener en cuenta al ciudadano, co-crear con él, co-gobernar con él, participar con él, juega un papel fundamental para nuestros gobiernos. La conclusión de estos últimos días en todos los espacios, en Bogotá, en Quito, los recorridos en Medellín, lo que hemos visto entre ayer y hoy, es que definitivamente las ciudades cada vez juegan un papel más importante. Eso lo hablábamos con Joan este día en ONU Habitat y hacía parte de la declaración. Hoy las ciudades son los motores sociales y económicos de los países. Las ciudades necesitamos cada vez mayor autonomía, mayor importancia al momento de la toma de las decisiones. La relación muchas veces ya se da entre ciudades, más que entre estados, entre países. Y es muy importante que compartamos esas experiencias. Y eso es lo que queremos hacer a través de Cities for Life. Compartir la experiencia de Medellín, pero sobre todo aprender mucho de ustedes para que sigamos avanzando y la gente y nuestros ciudadanos, por supuesto, quienes viven en nuestras ciudades, por supuesto, vivan mejor. Y una discusión que hemos venido dando. Ana hablaba de la seguridad, que hoy juega un papel importante en la agenda urbana, y es dejar de lado las discusiones ideológicas, y lo decimos permanentemente, la seguridad no es de izquierda o derecha, la seguridad es un derecho y hay que garantizarlo, lo mismo que todas las problemáticas sociales, y la gente lo que quiere son gobiernos prácticos que den soluciones y tenemos que gobernar con los ciudadanos. Merci, merci beaucoup. Anne Hidalgo, l'exemple de Medellín, oui. Justement, on voulait vous demander d'y réagir. Je ne veux pas retarder nos débats, mais j'ai eu la chance de faire la visite à Medellín et d'aller dans les rues, dans ce téléphérique, dans les rues des quartiers de Medellín avec Federico, le maire, et de voir comment la population aujourd'hui est totalement engagée dans ce projet.
Lorsque, par exemple, dans le téléphérique, en discutant avec des personnes qui l'utilisaient, je leur ai demandé comment leur vie allait, est-ce que ça allait mieux, ils m'ont dit, mais ça nous a changé la vie. Par exemple, ce mode de transport permet à des gens qui habitent dans des quartiers qui sont plutôt des favelas de pouvoir aller travailler en toute sécurité. Et j'étais frappée par la propreté de ces espaces et j'ai demandé à Federico comment il faisait pour que ce soit aussi propre. Et il m'a dit, pose la question aux personnes qui sont là. Et les gens m'ont dit, nous, c'est notre bien commun, la propreté. Donc si quelqu'un salit, on lui dit de ne pas salir. Et les choses se gèrent ainsi, aussi par cette implication de la population. Mais je pense que l'exemple de Medellín est vraiment un exemple qui doit tous nous interpeller de façon très positive. Je veux dire aussi, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est un agenda qu'ils ont défini dans les années 2000 et qui a été poursuivi par tous les maires. En Colombie, les maires changent tous les 4 ans, ils n'ont pas le droit de se représenter tout de suite. Et il y a eu quand même un consensus général pour suivre cet agenda et cette stratégie et faire en sorte qu'aujourd'hui, Medellín soit une ville vraiment extraordinaire, où on sent que la vie est là, que la fierté de la ville est aussi très présente. Je voulais en témoigner auprès de lui parce que je garde un souvenir inoubliable de ces moments passés dans les rues de Medellín. Merci Anne Hidalgo. On va demander à Jeffrey Sachs, qui est un éminent économiste spécialiste des inégalités, son avis. Alors peut-être comme le temps presse, on va essayer de rassembler les questions qu'on voulait poser en une seule. On sait que la mondialisation réduit peut-être globalement la pauvreté dans le monde, mais elle creuse les inégalités, on le vit aujourd'hui, on voit une montée du populisme très importante dans les pays occidentaux. Et en même temps, on se demande, est-ce que le bon levier, la bonne échelle justement pour lutter contre ces inégalités, là où les États finalement n'y parviennent pas, est-ce que ça peut être les villes? Et est-ce que finalement l'agenda de Quito qui fixe la lutte contre les inégalités urbaines comme un outil de croissance, finalement comme un levier de croissance pour le futur, n'est pas la bonne solution, de même qu'on voit que pour lutter contre le climat, les villes sont également une échelle qui permet d'être efficace. Vous avez 3 minutes et demie. Thank you very much. And thank you, Mayor, for having me here. It's wonderful to be back in this historic and beautiful place. The world economy is transforming very, very rapidly, and it is leading in most countries to widening inequality. And one can identify the basic forces of that inequality. And I would say that there are 4 that we should pay attention to. First, the cities in general are widening their lead over the countryside. So the urban-rural divide is widening. Second, the skilled-unskilled divide is widening. The incomes of skilled workers, more educated workers, is increasing relative to those with less education. Third, the capital labor share is rising, meaning that more income is going to capital and less to labor. And fourth, in general, there is a shift towards developing countries away from the more advanced countries, and that capital and jobs have gone from the higher income countries to the lower wage countries. If you put those pieces together, if you happen to be a rural, less educated worker in a Western country, you're not feeling so well. You're a Trump voter, or you're a voter for a populist backlash very often. There's a lot of that going on. If you are a capitalist anywhere, you're feeling pretty good. If you're a skilled urban worker anywhere, you're feeling very good. So we have to understand that we're in a lot of stress in our societies. In general, there are many positive trends, but there are many trends pulling us to wider inequality as well, causing tremendous strains in our society. There are solutions for that, if I might say just a word about that. Clearly, inclusive policies that give universal access to key services, education, health, power, transport, environmental safety are absolutely essential. And so too is some measure of redistribution, some social democratic ethos, because without that, a lot of people will be left behind
even as the overall change is very positive. And finally, I think being smart in a technological sense is going to be a huge friend, because the share economy, the low-cost universal access internet services, smarter services are going to empower poor people because they provide these services at extremely low cost. So the stresses are very real. The inequalities have widened. The populism is not a figment of imagination. It is people feeling left behind. But there are solutions as well. Maybe I could ask another question. I've seen that 300 cities in the US have decided to contest the immigration policy of Mr. Trump. And they say they want to be a sanctuary for these immigrants, illegal people. What do you think about that? Do you think there is a role in the governance of the country, of the cities, that could help to make more equilibrium between a populist state and cities that are more progressist and that need people to work with? Do you think it is a real movement? I think to an extent, but I would not underestimate the migration issue in the minds of lots of people in Europe and in the United States. We have 12 million undocumented people in the United States. That makes a lot of the people that I was talking about quite unhappy. That's a political reality. I do believe that also that in our high-income countries, if borders were completely open, there would be hundreds of millions of people that would want to come, because the gaps of international income are so vast. So we need a sane, smart, humane migration policy. But the extremes on both sides, all open, no limits, or all closed, no migration, both are not acceptable. And I'm very happy that for the first time ever in its history, the UN is taking on this challenge. It has a 2-year General Assembly program to identify for the first time ever some globally agreed principles of migration, because they do not exist right now. Merci, Jeffrey Sachs. Anne Hidalgo, juste pour finir, vous allez revenir tout à l'heure avec Federico Gutiérrez en fin de matinée en compagnie des autres maires pour signer un appel à l'action qui est issu d'une consultation publique mondiale sur la ville inclusive réalisée en partenariat avec Medellín et avec PGT, People for Global Transformation. Alors, sans tout dévoiler, je crois que ce texte vous a été distribué. Je signale qu'il est sur le site de la Tribune, vous pouvez le partager. Donc cet appel à l'action, quel en est en quelques mots l'objectif et la teneur? Quelques mots. D'abord, la méthode de cet appel à l'action, elle est innovante, puisque c'est une consultation qui a été lancée sur la base des propositions faites par Medellín et à laquelle ont pu participer des citoyens de toute la planète pour dire quelles étaient les orientations, les priorités qu'il fallait donner à notre action. Et vous verrez dans ce plan d'action, dans ces propositions d'action, puisque maintenant il faut passer vraiment à l'action globalement, il y a des choses qui tournent bien sûr autour de l'éducation, autour du développement durable, autour de l'économie circulaire, autour de tout ce qui peut permettre justement de créer à l'intérieur de nos villes, de faire cité, de faire société. Et vous verrez ce plan très complet et qui par ailleurs va être aussi complété tout à l'heure par les suggestions, les propositions et le travail des jeunes sur ce qu'est une ville résiliente. Et on va donner cette définition. Il y a dans ce plan d'action aussi la définition de ce qu'est une ville résiliente. Donc rendez-vous tout à l'heure. Bien, je vous remercie.